ce webinaire a pour sujet en fait de vous accompagner dans la création de votre salon de beauté. Logiquement, si vous êtes là, c'est que ce sont des sujets qui vous intéressent. Et donc, pour que ce soit plus clair pour vous et qu'on se lance tranquillement ensemble, on va faire un petit point sur qui est-ce que vous entendez. Donc, moi, je suis Charlotte. J'ai 28 ans tout bientôt. Je travaille donc pour Isibel depuis maintenant 1 an et mon job, c'est surtout d'être spécialisée dans la communication et dans l'expérience client. Donc voilà, donc comme je le disais, moi je travaille pour Isibel et donc Isibel c'est quoi? C'est un logiciel de gestion tout en un qui travaille avec des salons de beauté depuis quasiment 28 ans maintenant. On est une toute petite équipe, très familiale, très professionnelle et donc on accompagne des salons dans leur gestion au quotidien. Que ce soit vraiment avec le côté purement logiciel de caisse, que ce soit dans la réservation en ligne en proposant des sites de réservation personnalisés. Voilà, on accompagne vraiment tous les aspects de la gestion d'un salon via un logiciel. Donc du coup, avant de démarrer, je vous propose qu'on fasse un petit point pour les personnes qui participent sur qui vous êtes vous. Peut-être que vous pouvez mettre un petit message dans le chat ou alors réactiver votre micro comme vous le souhaitez. Mais surtout, dans quelle situation vous êtes actuellement? Est-ce que vous êtes en train de créer votre salon, etc. Donc n'hésitez pas à me dire qu'on puisse savoir où est-ce que vous en êtes, à quel stade de votre projet vous êtes. Est-ce que votre salon existe déjà, etc. Alors normalement, Aline, si vous activez votre micro, on devrait pouvoir vous entendre. Et voilà, je pense qu'on m'entend. Oui, c'est parfait. Voilà, reconversion professionnelle. Donc normalement, j'ouvre au mois de décembre. D'accord. Et je prends un petit peu tous les renseignements pour m'informer. Et j'ouvrirai à Marche et à BRC. D'accord, ok. Donc, voilà, à part, je ne sais pas où il est le chat, donc c'est pour ça que j'ai enclenché le micro. Pas de souci. Alors normalement, je ne sais pas comment ça se présente de votre côté, mais moi, c'est comme une petite bulle de message qui est en bas à droite de mon écran. Dans la barre d'outils, quoi. Oui, dans la barre d'outils, exactement. Ah, ben oui. Ok, si au pire, je ferai là-dessus. Mais en tout cas, merci. Mais de rien. Et enchantée, merci. De rien. Que quelqu'un d'autre vous prend la parole ou laisser un message. Je viens prendre la parole, si c'est OK pour tout le monde. Oui, bien sûr. Oui, voilà, moi je suis en activité complémentaire déjà dans le domaine de l'esthétique. Et alors, j'ai un projet de devenir indépendante à temps plein. Ok. Et voilà. Donc, j'ai déjà eu une première expérience de temps plein, mais qui a été vouée à l'échec. Après, voilà, j'ai compris pourquoi. Donc, du coup, maintenant, il y a une peur de redevenir indépendante à temps plein. Donc, je pense que l'important, c'est vraiment d'avoir les bonnes informations et les bons outils. Voilà, donc je pense, je ne sais pas si ça peut, si ce webinaire peut m'aider ou pas. Je pense qu'il pourra répondre à certaines de vos questions, effectivement. Et puis, de toute façon, au fur et à mesure, je reposerai des questions. Donc, si à ce moment-là, je referai des petites séances questions. Donc, si à ce moment-là, vous avez quelque chose qui vous vient à l'esprit, n'hésitez pas. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Je pense que du coup, on va continuer tranquillement. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va avoir plusieurs points. Ça va se découper en 4 grandes étapes. Donc, l'étape numéro 1, ça, on va parler en fait du business plan. Et le business plan, c'est entre guillemets l'art de tout poser sur papier. C'est vraiment avant concrètement de se lancer, de tout réfléchir à l'avance. On va ensuite passer à l'étape 2 où on parlera plutôt de l'espace de travail. On partira du principe dans cette étape 2 que vous allez ouvrir un salon avec pignon sur rue, entre guillemets, et que vous n'interviendrez pas à domicile. Ensuite, on passera à l'étape 3 qui est donc la mise en place d'une expérience client. On verra toute l'importance de l'expérience client à ce moment-là. Et pour finir, on discutera des bases pour bien gérer son salon. Donc, si on reprend l'ensemble
du sommaire, en fait, c'est tout simplement une suite logique, hein, puisque à l'étape numéro 1, c'est ce qu'on est censé faire avant d'ouvrir son salon, c'est-à-dire y réfléchir, savoir ce qu'on va proposer, etc. Ensuite, une fois qu'on est décidé qu'on veut se lancer, il va falloir trouver un espace de travail. Une fois qu'on a notre salon qui est ouvert, il va falloir vraiment travailler avec les clients pour les fidéliser, etc. C'est là qu'entre en jeu l'expérience client. Et puis ensuite, maintenant qu'on est lancé et qu'on a des clients, il va falloir réfléchir à tout ce qui est gestion et comment bien analyser les chiffres que vous allez avoir. Donc voilà la suite logique qui a été pensée pour le sommaire. Et on y va tout de suite, on commence avec l'étape numéro 1. Donc, le business plan, donc l'art de tout poser sur papier. Donc, le business plan, c'est un très grand mot, hein. Généralement, beaucoup de personnes en parlent. Il y a des pour, il y a des contre. Je suis un peu dans la moitié-moitié. Je vous dirais que pour moi, un business plan, c'est complètement indispensable si vous devez présenter votre structure à d'autres partenaires, comme une banque, etc. Là, on va quasiment à coup sûr vous demander un business plan. Par contre, si vous ne demandez pas de financement extérieur, etc., on ne vous demandera pas de business plan. Mais pour moi, c'est quand même important, sans le mettre en forme et travailler à 100%, de venir vraiment réfléchir aux questions qu'on va soulever juste après. Parce qu'en fait, c'est vraiment toute cette étape de réflexion avant de vous lancer qui va vous permettre d'éviter parfois des grosses erreurs qui peuvent vous coûter cher. Donc pour moi, il faut quand même réfléchir à ces questions sans forcément le mettre en forme si vous ne souhaitez pas travailler avec d'autres partenaires. Donc du coup, au niveau du business plan, on va venir se poser en fait plusieurs questions. Donc la première question que vous pouvez vous poser, qui paraît évidente, hein, mais je vous assure que c'est pas forcément le cas à chaque fois, c'est quelles seront vos prestations et vos services. C'est vraiment la question numéro 1 et en fait, c'est ça qui va définir vos bases parce qu'en fait, c'est de là que va partir toute votre réflexion. Parce qu'il va falloir trouver le juste milieu entre des prestations qui vont faire que vous êtes différent des autres salons qu'il peut y avoir là où vous souhaitez vous implanter, mais des prestations qui vont quand même attirer et plaire aux clients. Il ne faut pas non plus que ce soit des trucs très loufoques. J'ai vu par exemple la semaine dernière qu'il y avait un spa qui avait ouvert où le principe c'est que dans les bains il n'y a que de la bière. Les gens se baignent dans la bière. Alors ça peut être très marrant comme expérience, mais je suis pas sûre que ça fasse venir des gens non plus tous les jours. Mais en Belgique, pourquoi pas. Donc du coup, voilà, donc réfléchir entre des prestations uniques qui vont vous permettre de vous différencier de vos concurrents, des prestations qui vous plaisent aussi parce que c'est votre métier, vous allez devoir les faire toute la journée. Donc du coup, il ne faut pas que ce soit quelque chose que vous trouviez rébarbatif et que vous n'allez plus avoir envie de faire au bout de quelques semaines. Et puis surtout, des prestations qui vont vous permettre d'atteindre une certaine stabilité financière et d'avoir en fait une rentabilité à long terme. Donc là, il faut vraiment se poser les bonnes questions et qu'est-ce que je vais proposer à ma clientèle. L'étape numéro 2, ça va être de réfléchir justement à votre clientèle cible. En gros, si à l'étape numéro 1, vous avez défini ce que vous souhaitiez proposer comme prestations et services à vos clients, maintenant il va falloir savoir à qui vous allez vendre ces prestations, puisqu'en fait, il faut vraiment que votre clientèle cible, la clientèle qui sera attirée par ce type de prestation, soit présente par exemple dans la ville où vous souhaitez vous installer. Donc c'est vraiment important de connaître sa clientèle cible et en fait tout simplement pour pouvoir bien communiquer avec cette clientèle, il va falloir la visualiser. C'est ce qu'on appelle faire son persona et en gros faire son persona, c'est vraiment visualiser son ou sa cliente parfaite. Vraiment, c'est un stéréotype de votre client parfait. Et en fait, ça, en prenant plein d'informations sur cette cliente parfaite, celle de vos rêves qui va venir dans votre salon tous les 3-4 jours, alors vous allez réussir à bien communiquer avec vos clients. Parce qu'en fait, si votre cliente, imaginons votre cliente parfaite, elle est plutôt sur les réseaux sociaux, elle est sur Instagram par exemple, et bien si vous communiquez tout le temps sur Facebook, vous allez la rater, votre cliente parfaite. Et c'est pour ça que c'est important de le savoir.
Donc là, juste après, justement, je vous mets une slide où vous pouvez voir plein de questions qu'on peut se poser. Alors, ça paraît parfois compliqué de venir vraiment faire cette réflexion sur son client, mais je vous assure que c'est important et je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, ici, je vous dis quel est l'âge de votre client parfait. Alors, vous allez me dire, dans votre salon, il y aura des jeunes, il y aura des moins jeunes, etc. Bien sûr, ça, il y a aucun doute là-dessus. Tous vos clients n'auront pas tout pile 35 ans et 3 jours. Mais dans l'idée, c'est vraiment vous, les clients que vous souhaitez attirer, les clients avec qui vous souhaitez communiquer, ceux qui vont être intéressés par vos prestations et vos services, quel âge ils ont en moyenne, hein, bien sûr. Et ça, en fait, c'est ce qui va vous permettre de créer un contact avec votre client. Je ne sais pas si, par exemple, dans vos communications, vous faites un jeu de mots. Les jeux de mots, par exemple, c'est très sensible à la génération. Il y a des jeux de mots avec des films, des séries, des choses comme ça. C'est pas du tout les mêmes jeux de mots des séries qui sont sorties il y a 5 ans que des séries qui sont sorties il y a 25 ans. Donc voilà, ça peut vous permettre de bien communiquer. Le métier de votre persona, de votre cliente cible, ça va vous permettre aussi de savoir à l'avance quand est-ce qu'elle sera disponible pour venir dans votre salon. Si par exemple vos prestations sont des choses assez haut de gamme, des choses qui vont venir plutôt toucher des gens qui ont un niveau de vie assez élevé, on va partir du principe qu'ils ont des métiers qui sont assez haut entre guillemets, ça va être des personnes qui vont, par exemple, ne pas avoir d'horaire stable. Généralement, par exemple, c'est des gens qui sont plutôt cadres. Eux, ils ont des horaires de travail un peu souples, tout va bien. Par contre, si votre persona, c'est quelqu'un qui travaille dans une usine, votre cliente idéale, 14 heures, c'est 14 heures. Donc, ça veut dire que quand elle prend rendez-vous à 13 heures, en espérant être partie à 13h30, c'est non négociable pour elle. Il faut qu'elle soit partie à 13h30 parce qu'à l'usine, 14h, c'est 14h pile, c'est pas 14h02, 14h05. Donc voilà en fait à quoi ça va vous servir. Si votre client idéal, je vois là j'avais noté, est-ce qu'il est parent, tout simplement vous allez pouvoir vous dire donc ma cliente idéale, généralement, elle est plutôt mère de 2 enfants. Ça sert pas à grand-chose de venir proposer quelque chose, par exemple, le mercredi après-midi, parce que soit le mercredi après-midi, elle travaillera, soit elle sera en train de s'occuper de ses enfants. En tout cas, il y a de grandes chances. Donc, du coup, c'est ce qui va en fait vraiment réussir à venir dire quand est-ce que vous allez devoir ouvrir, où est-ce que vous allez communiquer. Par exemple, si vos clients, comme je le disais tout à l'heure, s'ils sont sur tels réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux où vous allez devoir être présent. Qu'est-ce qu'ils font dans leur temps libre? Donc, si pendant leur temps libre, ils vont, je ne sais pas, à la bibliothèque ou quelque chose comme ça, c'est là que vous devrez aller déposer un flyer, par exemple, parce que c'est là que votre cliente idéale va quand elle est ni chez elle, ni au travail, ni chez vous. Voilà à quoi ça sert de faire son client idéal et c'est vraiment ce qui va vous permettre de bien communiquer et de bien réfléchir à vos prestations par la suite. Donc ça, c'est une étape qui peut paraître un peu fastidieuse, mais qui vraiment est importante, que ce soit au lancement, donc avant votre projet. D'ailleurs, une fois que vous aurez fait votre persona à vous, ce qui serait bien, c'est de vérifier des conclusions que vous avez tirées. Donc ça, pour ça, je vous donne 2 conseils. Soit vous utilisez énormément les réseaux sociaux et dans ce cas, vous pouvez vous servir des réseaux sociaux pour faire un petit questionnaire que vous allez demander à vos futurs clients de remplir. Donc dans le questionnaire, vous allez peut-être leur demander s'ils sont attirés par telle ou telle prestation, etc. Quand est-ce qu'ils sont disponibles. Et si vous n'êtes pas du tout présent sur les réseaux sociaux, ce que vous pouvez faire, c'est si vous savez dans quelle ville ou mieux dans quelle rue, par exemple, vous souhaitez implanter votre salon, vous faites un petit questionnaire vraiment papier et vous allez demander aux gens dans la rue de répondre. Alors, il faut que ce soit très rapide, il faut que ça prenne 3 ou 4 minutes au maximum, mais ça vous permettra de venir valider ou non les conclusions que vous avez tirées de votre recherche sur vos personas. Ça vous sert aussi une fois que vous êtes lancé dans votre salon. Parce que, par exemple, il y a quelque chose qui fonctionne très bien, c'est quand vous communiquez avec vos clients de manière ciblée. Donc, en fait, c'est important d'avoir plein d'infos sur vos clients parce que si vous savez que tel client est disponible à tel jour, alors vous allez pouvoir bien choisir vos clients et ne pas envoyer un mail à tout le monde alors que ça concerne 10 clients. Donc ça, c'était la deuxième étape qui était importante au niveau du business plan. On va passer maintenant
maintenant à l'étape qui concerne vos points forts et vos points faibles. Donc là, ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi très important, c'est de savoir où est-ce que vous en êtes et surtout de manière honnête. Si vous n'êtes pas sûr de vous, n'hésitez pas à communiquer avec vos proches, etc., pour savoir ce qu'ils pensent de vos points forts, de vos points faibles, en leur demandant bien sûr d'être honnête. Et en fait, tout simplement, alors vous allez avoir des fois des choses qui sont au niveau des traits de caractère. Par exemple, quelqu'un va vous dire ah bah de prime abord t'es un peu froide ou quelque chose comme ça. Bah ça c'est des choses que vous allez pouvoir travailler avec vos clients. Des fois vous avez des points forts ou des points faibles techniquement parlant dans votre métier. Donc là, c'est très important. Typiquement, si vous avez un point fort, si vous êtes particulièrement formé à une prestation en particulier ou quelque chose comme ça, vous savez que c'est un point fort pour vous. Vous allez devoir tout faire pour maintenir votre avance là-dessus. Donc, vous former régulièrement, rester vraiment à la pointe de la mode à ce sujet-là. Par contre, en ce qui concerne vos points faibles, il va falloir être honnête et voir ce que vous souhaitez travailler vous ou alors ce que vous souhaitez déléguer. Je prends souvent l'exemple de quelqu'un qui n'aime pas la comptabilité, qui n'est pas à l'aise avec les chiffres, etc. On peut, de prime abord, quand on lance son salon, se dire non, mais moi, j'ai pas envie de payer un comptable ou quelque chose comme ça. Mais si, par exemple, vous vous dites j'ai pas envie de payer un comptable, mais que vous passez 10 heures dans votre semaine à vous occuper de la comptabilité parce que c'est un micmac pour vous, ça vous paraît pas clair, dans ce cas, clairement, c'est bien plus rentable d'utiliser un comptable dès le départ pour que les choses soient bien faites. Et surtout, ça va vous permettre de gagner du temps et on ne le répétera pas jamais assez dans le business, le temps, c'est de l'argent. Donc du coup, n'hésitez pas à être honnête là-dessus et à faire un point là où vous allez avoir besoin de déléguer ou pas dans votre salon. Ensuite, un point sur lequel vous allez devoir réfléchir, c'est où est-ce que vous souhaitez travailler, bien sûr. C'est un sujet qui est tout simplement au cœur du business plan. Alors généralement, vous êtes plutôt au clair là-dessus, mais il faut savoir tout ce qui découle de cette décision. C'est par exemple si vous souhaitez exercer à domicile, il faut vous poser la question du matériel, comment vous allez le transporter, comment vous allez vous installer chez vos clients. Est-ce qu'il va falloir déterminer, moi j'ai besoin de 5 mètres carrés minimum, est-ce que vous allez leur faire payer le déplacement, etc. Alors que si vous souhaitez exercer dans un salon, il faudra bien sûr trouver le local, voir s'il y a des stationnements pour vos clients, voir s'il y a des travaux à faire, est-ce que les travaux vous les faites vous? Enfin voilà, c'est des questions qui se posent dès le business plan, puisqu'en fait, les dépenses et les conséquences derrière ne sont pas du tout les mêmes. D'un côté, vous allez devoir peut-être payer un droit au bail pour un local, alors que à domicile, vous allez peut-être devoir acheter une nouvelle voiture. Donc voilà, c'est des questions qui se posent assez rapidement. Il faudra ensuite réfléchir à votre matériel et aux outils dont vous allez avoir besoin. Donc là, en fait, dès le business plan, il faut vraiment établir la liste la plus précise possible. Bien sûr, dans les faits, on n'arrive jamais à avoir une liste parfaite, mais il faut établir la liste la plus précise possible du matériel et des outils dont vous allez avoir besoin parce que c'est ça qui va déterminer en fait vos besoins en financement, en lancement de votre entreprise. Donc c'est ça qui va se dire, OK, moi j'ai besoin de X euros pour lancer mon entreprise. Donc du coup, je vais devoir aller voir une banque, je ne vais pas devoir aller voir une banque, mais c'est ce qui va vous permettre de fixer la liste. Et dans votre matériel, il faudra faire très attention à bien distinguer en 3 types de catégories différentes. Il y a la catégorie des choses qu'il ne faut payer qu'une seule fois. Par exemple, je ne sais pas, là tout de suite j'ai envie de dire les travaux, bien que les travaux d'un local, généralement on doit le refaire peut-être dans 20 ans, mais on va dire que c'est quasiment à payer qu'une seule fois. Ensuite, on a les choses qu'on va acheter au départ et qu'on va changer peut-être tous les 4-5 ans. Je pense à un ordinateur, à du linge, etc. Et puis, il y a les choses qu'il faut payer mensuellement. Donc là, du coup, ça va être tout ce qui va être votre logiciel de gestion, la location de votre TPE, etc. Et dernière catégorie qui est un petit peu à part, vous avez tout le matériel en fait qui dépend du passage des clients. Donc, ça va être tout ce dont vous allez avoir besoin pour vos soins, la crème, l'huile, les bandes de cire, etc., etc.
Donc voilà au niveau du matériel. Là, vous voyez bien quand on a discuté des choses qu'il ne faut faire qu'une fois ou des choses qu'il faut acheter tous les 4-5 ans, ça va quand même représenter des gros budgets. Si d'un coup vous devez acheter 2 tables de soins, du matériel spécifique pour une prestation, une machine à UV, quelque chose comme ça, vous allez devoir acheter un ordinateur, etc. Ça va vite représenter plusieurs milliers d'euros. Donc c'est important dès le business plan de vraiment voir ce dont vous allez avoir besoin. Ensuite, la prochaine étape, c'est de réfléchir. Donc là, si on reprend la suite logique, hein, vous savez ce que vous allez proposer à vos clients, vous savez qui sont vos clients. Bon, là, c'est un peu à part, mais du coup, vous savez où vous allez travailler. Et c'est surtout ce point-là qui est important, un mélange de celui-ci et de celui-ci. Et du coup, quelle réglementation, pardon, vous devez respecter. Donc les réglementations, elles peuvent être liées à l'endroit où vous allez avoir votre salon. Elles peuvent être liées à des prestations en particulier. Je pense notamment à tout ce qui est UV, etc., qui est soumis à des réglementations particulières avec l'obtention de certains diplômes. Donc, en Belgique comme ailleurs, hein, il y a de nombreuses normes et règles à respecter à l'ouverture de votre salon. Je pense notamment, du coup, au-delà de vos prestations, à l'accueil des personnes en situation de handicap, aux normes d'hygiène. Il y a des normes de sécurité incendie, des normes concernant le matériel spécifique, comme je le disais. Il y a aussi l'obtention d'une licence d'exploitation. Donc, chaque règle dépend finalement de votre administration communale. Donc, pour ça, justement, c'est là où l'UNEP, par exemple, peut vraiment vous accompagner et vous aider en fonction de là où vous souhaitez vous installer. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de votre administration et aussi de l'UNEP dans notre cas. Donc, du coup, voilà, bien vous renseigner au niveau des réglementations. L'étape suivante, c'est de faire un point sur vos besoins humains. Ouvrir un salon de beauté, c'est pas de tout repos. Il faut vraiment y réfléchir dès le départ. Est-ce que vous souhaitez vous installer seul? Est-ce que vous souhaitez recruter quelqu'un? Est-ce que vous avez un associé, etc. Donc en fait, une fois que vous avez déterminé donc, quelles sont vos prestations, etc., il faut que vous fassiez un point donc, sur vos besoins en prenant en compte, par exemple, vos horaires d'ouverture, les moments où vous serez disponible pour vos clients. Les différentes prestations que vous allez proposer, est-ce que vous les maîtrisez toutes ou est-ce que vous allez avoir besoin d'embaucher quelqu'un qui maîtrise telle ou telle chose que vous ne savez pas faire? Donc du coup, voilà, il va vraiment falloir faire un point. Donc au niveau des horaires, si vous êtes ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, humainement, ça ne va pas être possible d'être seul. Donc voilà, il faut faire un point sur tout ça et vite réfléchir à comment vous allez faire. Est-ce que ça passe par l'association avec quelqu'un d'autre? Est-ce que ça passe par un recrutement? Et donc là, nous, on vous met en gros attention si vous avez l'intention de recruter et que vous n'avez jamais managé, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas inné pour tout le monde. Nous, on conseille fortement aux gens qui souhaitent recruter dès le départ de leur salon, de faire une formation en management, parce que gérer des collaborateurs, c'est pas forcément simple. Il faut voilà, réussir à les impliquer, à les motiver au quotidien, et ça va bien plus loin que d'être quelqu'un de sympathique et d'avoir une bonne ambiance au travail. Il y a tout ce qui est derrière, tout ce qui est administratif au niveau de la paix, etc. Et puis aussi de comment les maintenir motivés, enfin comment les impliquer en fait dans votre salon. Tout ça, c'est des choses qui se réfléchissent dès le départ. On a beaucoup de salons, par exemple, qui font des systèmes de primes. Nous, d'ailleurs, dans notre logiciel, vous pouvez en fait fixer des objectifs directement aux personnes qui travaillent dans votre salon. Et ça, ils peuvent être suivis dans le logiciel. Mais par exemple, ça, c'est des choses qui se pensent directement puisque vous allez devoir réfléchir et dans votre business plan au niveau du financement, vous allez devoir prendre en compte que vous allez donner des primes, par exemple. Donc, c'est des choses qui se réfléchissent dès le départ. Et donc, bien sûr, la dernière étape, j'en ai un peu parlé juste avant, c'est le point financier. Du coup, une fois qu'on a traité tous les points qu'on a vus juste avant, hein, ici, on a globalement une bonne idée des prestations que vous allez réaliser, de où est-ce que vous allez exercer, des charges qui vous attendent, hein, puisque du coup, on vous a dit ici le matériel, les outils, etc. Finalement, en plus de votre loyer,
qu'on verra juste ici ou de votre location de voiture, etc. C'est cet ensemble de choses ici vont déterminer vos charges financières, j'entends. Avec vos prestations et services, vous allez pouvoir déterminer vos tarifs, etc. Donc, en gros, en faisant donc, tous les points qu'on a vus avant, vous allez avoir une bonne idée de départ de ce dont vous avez besoin, que ce soit pour vous lancer, donc pour meubler votre salon, etc., mais aussi de vos charges mensuelles, votre loyer, votre logiciel, vos factures d'électricité, etc. Donc du coup, ça va vous permettre tout ça, d'estimer un coût à l'heure, puisque vous allez tout simplement prendre toutes vos charges. Alors je mets en gros attention, dans vos charges, il y a bien évidemment votre salaire, vos assurances, etc. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est important. On n'arrête pas de le répéter à nos clients quand ils s'installent. Votre salaire est quelque chose qui doit être pris en compte dès le départ. Vous ne devez pas vous dire, s'il reste de l'argent à la fin du mois, je me payerai. C'est vraiment important de prendre en compte ce dont vous avez besoin, combien il vous faut minimum par mois et du coup combien votre salon devra venir représenter en termes de chiffre d'affaires pour que vous puissiez avoir ce salaire. Donc du coup, une fois que vous avez toutes vos charges, votre salaire, votre loyer, votre logiciel, etc., si vous prenez tout ça et que vous le divisez par nombre d'heures que vous allez travailler dans votre salon, vous obtiendrez votre coût à l'heure et donc du coup, là, ça pourra vous aider à faire votre grille de tarification. Par exemple, si votre coût à l'heure est de 50 € et que vous faites un massage qui dure 1 heure, vous savez que vous devez minimum le facturer 50 € et c'est ce qui vous permettra de payer vos charges. Alors, si vous voulez, nous, on a créé un système en fait avec un tableur qui vous permet de vous aider justement à faire tous ces calculs à la fin de la formation ou soit vous pourrez me les envoyer dans le chat, soit on passera via Justine pour récupérer vos mails. On pourra vous l'envoyer si ça vous intéresse. Donc voilà au niveau de la première étape. Je ne sais pas si vous avez des questions en particulier donc sur ce que je viens de dire là. Est-ce qu'il y a des choses qui étaient pas claires que vous souhaitez qu'on revoie ou est-ce qu'on passe à la suite? Alors, j'ai l'impression que c'est clair. Je vais passer à la suite et puis n'hésitez pas si jamais à un moment vous avez besoin de revenir sur quelque chose. Donc au niveau de l'étape 2, donc là, on part sur quelque chose de beaucoup plus fun, entre guillemets, que le business plan. On va parler de votre espace de travail, de son aménagement et de comment le penser surtout. On fait parfois quelques erreurs quand on se lance et c'est dommage. Donc du coup, pour cette étape, comme je vous l'ai dit, on va partir du principe que vous installez dans un salon classique, pignon sur rue, puisque ça concerne la majorité des personnes qui se lancent. Et du coup, on va parler en fait de l'aménagement, des différents espaces auxquels il faut penser dans votre salon de beauté, etc. Donc la première chose à laquelle on vous invite à porter attention, c'est à l'extérieur de votre salon. C'est vraiment la première chose que vos clients vont voir avant même de rentrer, avant même de juger s'ils vous trouvent sympathique ou non, si leur prestation était bien. Il va vraiment falloir réfléchir à l'image que vous souhaitez renvoyer. Par exemple, au niveau de votre salon et de vos prestations, est-ce que vous voulez renvoyer une image cosy, cocooning, je viens passer un bon moment, ou alors est-ce que vous voulez donner une image médicale, très propre, très épurée, etc. C'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir et qui va s'afficher dès l'extérieur de votre salon. Il ne faut pas du tout sous-estimer cette importance. Il y avait eu une histoire il y a quelque temps en marketing qui a été passée aux journaux, etc. Mais en gros, il y avait un boulanger qui avait lancé un appel au secours en disant oui, mes croissants sont super bons, mes viennoiseries sont super bonnes, mais personne ne vient les acheter. Et donc, du coup, il avait publié des photos de ces viennoiseries et c'est vrai qu'il avait eu plein de commentaires en disant mais elle est où ta boulangerie, ça a l'air super bon machin, et en fait de l'extérieur sa boulangerie vraiment était horrible, elle ne donnait pas du tout envie de rentrer, la devanture était, enfin c'était vraiment, ça ne donnait pas du tout envie de rentrer et dans les faits en fait tout le monde lui a dit mais mon Dieu, fais des travaux à l'extérieur et tu verras que les gens vont rentrer dans ta boulangerie.
Donc ne sous-estimez pas, c'était une petite anecdote pour bien vous rappeler de ne pas sous-estimer ça. Il faudra aussi penser à tout ce qui est signalisation de votre salon aux alentours. Donc demandez peut-être à la mairie de l'autorisation de placer des panneaux à l'ouverture, de pouvoir venir mettre des indications sur le stationnement, etc. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour là-dessus, mais en tout cas pensez en numéro 1 à ce que les gens vont voir de l'extérieur et comment ils vont arriver aussi. Ensuite, il va falloir penser à l'étape d'attente de vos clients. Alors, on aimerait tous que tout roule sur des roulettes et que le client de 9h ne soit pas arrivé à 9h05, etc. Donc voilà, parfois vous pouvez être en retard, que ce soit pour une raison qui est de votre, qui vient de vous ou de vos clients. Et donc, du coup, en gros, il faut vraiment penser à où est-ce que vos clients peuvent patienter parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que d'arriver quelque part où on ne peut pas s'asseoir, où on ne sait pas où se mettre, on ne sait pas si on peut s'appuyer sur le mur. Enfin, voilà. Il faut vraiment se dire que, que l'expérience client commence dès ce moment-là. Si la personne, elle est mal à l'aise à peine 1 minute après être entrée dans votre salon parce que vous avez un petit peu de retard et qu'elle ne sait pas comment se positionner ou attendre, ça commence déjà très mal puisque généralement quand on vient dans un institut de beauté, c'est pour passer un bon moment et donc du coup si on est mal à l'aise, ça commence assez mal. Par exemple, moi je sais que chez mon coiffeur, dans la zone d'attente, déjà il y a une réelle zone d'attente qui est claire avec des canapés qui sont sympathiques et confortables, mais vous voyez, il y a toujours de quoi grignoter, il y a 3 croissants, de bonbons, il y a des magazines et pas des magazines qui datent d'il y a 20 ans, parce que ça, c'est une grande spécialité des zones d'attente, mais c'est un nom c'est un nom vraiment, ça renvoie une assez mauvaise image, un peu vieillotte, donc si vous mettez des livres et des magazines, il faut que ce soit des choses modernes. Mais voilà, de quoi être cocooning pour vos clients. Ensuite, après, du coup, l'extérieur et la zone d'attente de vos clients, il va falloir, bien sûr, penser vos espaces et vos cabines. Donc du coup, ça paraît évident, hein, mais bien sûr, en fonction de vos soins, vous n'avez pas forcément besoin de la même chose. Vous allez avoir des gens qui ont besoin, si vous faites des massages, vous allez avoir besoin d'espaces qui sont plus grands et qui sont surtout intimes et personnels. Par contre, si vous faites des ongles, vous n'avez pas forcément besoin que la cliente soit seule dans l'espace. L'espace dont vous avez besoin n'est pas le même. Donc, il faut vraiment venir penser à ça, à quels sont vos soins. Donc, vous allez tout simplement prendre la liste de vos prestations et voir ce dont vous avez besoin en termes d'espace et si certains soins peuvent cohabiter ou non. Comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui fait ses ongles n'a pas forcément besoin d'être seul dans la pièce. Donc, peut-être que si vous travaillez avec quelqu'un dans votre salon, il peut y avoir une autre personne qui fait une autre prestation. Et si c'est oui, quel type de prestation? On ne va pas faire une épilation à côté de quelqu'un qui fait ses ongles, par exemple. Donc, voilà. Ça, c'est important et c'est important de déterminer aussi, vous, dans votre gestion, quel soin va où. Comme je disais tout à l'heure avec mon exemple d'épilation et d'ongles, c'est pas le même espace, on le gère pas de la même manière. Donc surtout aussi, si demain vous décidez, par exemple, de mettre en place de la réservation en ligne, et cetera, c'est quelque chose qu'il est important de faire attention que votre outil de réservation en ligne gère bien cette chose, qu'il ne vienne pas réserver. Par exemple, si vous êtes 2 esthéticiennes, vous pouvez peut-être faire toutes les 2 des épilations, mais il n'y a peut-être qu'une seule cabine qui peut faire des épilations, donc faites attention à ça. Nous, c'est le cas dans notre logiciel. Vous pouvez venir dire au logiciel que telle prestation doit être réalisée dans telle cabine et donc du coup, il viendra vérifier et la disponibilité des personnes qui travaillent et la disponibilité des cabines. Mais c'est quelque chose auquel il faut faire attention au niveau de la gestion de vos réservations. Donc ensuite, après l'espace de vos soins, il va falloir réfléchir à si vous souhaitez vendre des produits ou non. Et si vous souhaitez en vendre, et du coup, comment vous allez les installer et où dans votre salon. Donc vendre des produits, c'est un excellent moyen d'augmenter son chiffre d'affaires. Hein. Nous qui sommes du coup gestionnaires d'un logiciel tout en un, on voit bien les chiffres d'affaires de nos clients qui vendent ou non des produits. Surtout que vos clients vont parfois apprécier des produits que vous utilisez pendant vos soins et vont vouloir les utiliser à la maison. Donc, ça peut être vraiment une bonne idée, aussi notamment au niveau des fêtes.
où ça peut vraiment faire grimper votre chiffre d'affaires. Donc du coup, n'hésitez pas à faire le point sur si vous souhaitez vendre des produits ou non. Est-ce que vous souhaitez vendre des produits uniquement dans votre salon? Est-ce que vous souhaitez vendre des produits en ligne? Je sais que nous, par exemple, notre site de réservation propose aussi une option boutique en ligne où vos clients vont pouvoir, soit acheter vraiment, vous envoyer, par voie postale ou alors, les clients qui vont acheter en click and collect. C'est quelque chose qui fonctionne super bien, au moment, de tout ce qui est fête de fin d'année et cetera. Parce que parfois les clients ont pas le temps de passer au salon, ils ont pas envie de faire la queue à la caisse parce qu'ils savent qu'il y aura du monde et cetera et en fait, du coup, ils achètent en click and collect et ils viennent, juste récupérer leur coffret à la fin, de la journée. Donc en tout cas, réfléchissez au fait, ou non de vendre des produits et de savoir où est-ce que vous allez les exposer dans votre salon, mais aussi tout simplement où est-ce que vous allez ranger votre stock. Donc voilà, ce sont des zones qu'il va falloir réfléchir parce que bien sûr, on n'a pas envie de voir des cartons qui traînent un peu partout dans notre institut de beauté. On va passer donc du coup, juste après donc bien sûr je vous disais le stock, on n'a pas envie de voir les cartons, mais il y a aussi votre espace privé dans le salon. Peut-être que c'est là où vous allez ranger vos affaires, que peut-être que c'est là où vous allez avoir un WC privé, un coin repas, quelque chose comme ça. Donc du coup, il faut vraiment réfléchir à cet espace privé. Quel endroit les clients n'auront pas le droit d'accéder? Quelle sera la taille de cet endroit en fonction de ce que vous allez y faire? Comme je disais, par exemple, si vous souhaitez manger, il ne faut pas que ce soit un placard à balai. Donc, voilà, réfléchissez vraiment à cet espace-ci, à la zone, qui ne sera pas accessible à vos clients. Vous allez ensuite, pouvoir discuter, au niveau de votre salon, on va discuter de l'éclairage. Alors c'est un point qui peut faire sourire, mais qui est vraiment très important dans l'aménagement de votre salon et au niveau du ressenti du client, parce que ça peut être vraiment, très gênant. Je ne sais pas si, vous avez déjà vécu cette scène, mais cette scène où on va se faire épiler, on a un énorme néon, au-dessus de la tête qui est vraiment limite aveuglant et c'est ultra désagréable. Donc du coup, voilà, il faut vraiment, faire attention à ça quand vous allez aménager votre salon. Il va falloir trouver le juste milieu entre, ce qui est OK pour vous, pour que vous puissiez bien faire votre travail, mais ce qui sera aussi, acceptable pour votre client, pour que ce soit agréable pour lui, qu'il reste dans une ambiance, sympathique et cetera. Donc là, on en revient aussi à l'image que vous souhaitiez donner, dont on parlait tout à l'heure. Si vous souhaitez donner un aspect, très médical et cetera, quand on va dans quelque chose de médical, généralement, c'est très éclairé, c'est très, des lumières très blanches et cetera. Alors que si vous souhaitez donner un aspect, cocooning, là, justement, on n'aura pas trop de lumière, donc voilà, il faut y réfléchir. C'est un point qui est souvent négligé, mais qui est non négligeable pour le coup. Et dernier point, ça va être choisir votre mobilier pour l'aménagement de votre salon. Donc bien sûr, là, vous allez penser esthétique, savoir ce qui va être joli, ce qui va rentrer dans l'univers, dans l'ambiance que vous souhaitez donner. Mais il faut aussi et surtout que ce soit pratique. Il ne faut pas que vos meubles viennent vous gêner, au niveau de la circulation du salon. Il faut que ce soit facilement aménageable pour vous. Il faut aussi que ce soit des choses qui sont solides. Par exemple, là où, une table chez vous, vous allez peut-être la nettoyer une fois dans la journée, en fin de journée, une table dans un salon, vous allez la nettoyer, peut-être entre chaque client et cetera. Donc il faut que ce soit des choses qui se nettoient facilement, qui vont résister. Si c'est des meubles peints, il ne faut pas que la peinture s'en aille, dès qu'on frotte et cetera. Donc pensez à ça. Parce que si vous ne le prenez pas en compte, l'ameublement dans votre salon, c'est quelque chose qui va vous coûter assez cher, si vous ne le prenez pas en compte dès le départ, vous risquez d'avoir à changer vos meubles assez vite, ce qui, serait dommage pour le coup, alors que, vous venez de faire une dépense peut-être 1 ou 2 ans avant. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, utiliser du mobilier professionnel et cetera, si possible. Donc voilà, au niveau de l'aménagement de l'espace et cetera, est-ce que, comme tout à l'heure, quelqu'un a une question? OK.
Donc, on va passer l'étape question pour aller du coup sur l'étape numéro 3, qui est ma préférée puisque c'est ma spécialité et on parle de l'expérience client. Donc l'expérience client, c'est le fait d'apporter en fait une entière satisfaction à son client dans toutes ses interactions avec votre salon. Donc c'est pas uniquement quand vous l'avez en face de vous. C'est vraiment avant qu'il arrive dans votre salon, pendant qu'il y est, après son passage. En résumé, c'est l'idée que tout doit être simple et agréable pour votre client et on va voir comment mettre en place une bonne expérience client dès le départ, ce qui est toujours mieux. Donc au niveau de l'expérience client, donc tout simplement la première étape, un client qui ne vous connaît pas, la première étape de son expérience avec vous, ça va être la prise de rendez-vous dans votre salon. C'est vraiment la première chose qui ressort. Donc là, ça va être comment vos clients vont prendre rendez-vous. Est-ce qu'ils doivent impérativement vous appeler? Est-ce que vous allez mettre en place un site de réservation en ligne, etc. Vous devez vraiment réfléchir à ça. Il faut savoir une chose qui est importante, c'est que de plus en plus de personnes sont adeptes de la réservation en ligne. On a l'habitude maintenant de réserver de cette manière et de pouvoir gérer notre planning. Et du coup, ça devient quasiment un indispensable. Alors, c'est pas devenu 100% un indispensable, on va dire que ça le devient très fortement d'avoir un système de réservation en ligne. Parce que les clients généralement trouvent ça plus pratique. En fait, quelqu'un qui, enfin, je me mets à la place d'un client, je veux venir chez vous, j'ai vu que vous aviez ouvert dans le coin, ça m'intéresse, vos prestations, elles sont sympas. Par contre, vous êtes ouvert de 9h à 13h et de 15h à 17h, et ben moi, c'est les horaires où je travaille. Donc du coup, je vais devoir gérer pour prendre une pause dans mon boulot pour vous appeler. Et puis quand je vous appelle, finalement, vous êtes en prestation. Du coup, je vous laisse un message vocal, mais du coup, je ne sais pas si je dois bloquer mon créneau ou pas, etc. Enfin, c'est tout ce qui rebute un peu la nouvelle clientèle et en fait juste l'habitude sociétale qui s'est mise en place avec la réservation en ligne. L'avantage de la réservation en ligne, c'est qu'un client il visualise directement quels sont les créneaux disponibles, il va les comparer à son agenda, même s'il fait ça à minuit le soir ou alors entre deux dossiers au bureau. Donc du coup, d'un côté, c'est très pratique pour lui et d'un autre côté, c'est aussi très pratique pour vous puisque vous n'allez pas passer du temps au téléphone ou alors le téléphone qui va sonner alors que vous étiez en train de faire un massage ultra relaxant à une cliente, des choses comme ça. Donc du coup, c'est important de réfléchir, voilà, à comment vos clients vont prendre rendez-vous avec vous. Est-ce qu'ils vont le faire par téléphone, par mail, via un site, etc. C'est là que se met en place l'expérience dès le départ. Donc à vous de voir comment vous souhaitez vous organiser. Faites attention aussi au système, je parlais de réservation en ligne, faites attention aussi aux systèmes de plateformes qui ont été très à la mode passé un temps et qui sont de plus en plus critiqués hein, par certaines personnes dans le milieu de l'esthétique, puisque en fait les systèmes de plateformes il y en a qui sont très connus, Planity, des choses comme ça. Là, vous allez vous retrouver sur des pages standards où en fait quelqu'un va pouvoir voir le planning du salon d'à côté en un clic. Et donc du coup, généralement, c'est pas top parce que les gens qui vont sur les plateformes sont plutôt à la recherche d'un créneau. Ils sont disponibles le vendredi à 16h plutôt que de venir vraiment chercher un salon. Donc faites attention là-dessus. Je sais que nous, on ne propose pas du tout de système de plateforme. On fait des sites internet qui sont complètement personnalisés pour nos clients avec de la réservation en ligne. Donc ensuite, la deuxième étape de l'expérience client, après avoir pris rendez-vous avec vous, le client va venir au salon. Donc là, ça va être l'accueil qui va lui être réservé quand il va arriver. Il ne faut pas se mentir, généralement, quand on va dans un nouvel endroit, on est mal à l'aise. On arrive rarement dans un nouvel endroit sûr de nous en disant bonjour, salut, c'est moi. Donc du coup, réfléchissez vraiment à comment faire pour que tout se passe au mieux pour votre client. Par exemple, ça peut être d'indiquer clairement où est-ce qu'il peut se garer pour trouver facilement votre salon, de leur dire très clairement où est-ce qu'ils peuvent patienter pour leur
leurs prestations, de les mettre à l'aise en leur indiquant tout ce qui est important, etc. S'ils doivent avoir quelque chose de particulier, s'ils doivent avoir pris, je sais pas, une douche avant de venir, enfin voilà. Il faut vraiment tout leur indiquer et c'est la suite logique en fait du point suivant qui est le déroulé du soin. Dans l'expérience client, il faut vraiment que vous fassiez attention, notamment quand vous ouvrez parce que généralement, ce sont des personnes que vous ne connaissez pas. Quand on fait un soin, il faut faire attention à ne pas partir du principe qu'un client il connaît tout sur, votre prestation. Par exemple, quelqu'un qui vient faire une épilation, ne pas partir du principe qu'elle fait ça toutes les semaines. Peut-être qu'elle s'est dit: «Bon allez, ça y est, je me lance», alors qu'elle l'a jamais fait. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple de l'épilation, ne pas dire à quelqu'un: «Bon, bah, je vous laisse vous installer». Je vous laisse vous installer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit se déshabiller, ça veut dire qu'elle doit si elle doit se déshabiller, quels vêtements elle peut enlever, quels vêtements elle peut garder? Est-ce qu'elle doit mettre un sous-vêtement jetable? Est-ce qu'elle peut garder le sien? Enfin voilà. Il faut vraiment tout expliquer au client, puis quand c'est la 2e, 3e fois que vous le voyez, là, bah, voilà, vous savez que la personne elle a compris le système et tout va bien. Mais sinon, il y a rien de pire que d'arriver quelque part où on ne connaît rien, c'est un nouveau salon, je n'étais jamais venue avant et quelqu'un me dit: «Bon, bah, je vous laisse vous installer» et de se dire: «OK, mais du coup, je fais quoi? Je m'assois, je m'allonge, je me mets sur le ventre, je me mets sur le dos», enfin voilà. Partez du principe vraiment, quand c'est la première fois que vous voyez quelqu'un, que la personne n'y connaît rien et que vous devez lui expliquer tout, la prévenir que ça va être un peu chaud, et cetera. Donc après le déroulé du soin, bah, il y a bien sûr la fidélisation de votre client. Si tout s'est bien passé jusqu'à là, si elle a pris un rendez-vous, trop facilement en 2 minutes, si elle était super bien accueillie, que son soin était génial, l'idée c'est vraiment de, bien, fidéliser votre client et de tout faire pour qu'il puisse, revenir. Faut savoir qu'un client fidèle, coûte 7 fois moins cher à une entreprise qu'un nouveau client, puisque vous n'allez pas, bah, passer du temps à, communiquer, créer un flyer, aller le déposer, communiquer sur les réseaux sociaux et cetera et en plus, c'est un client qui dépense, bah, plus, dans votre salon, parce que, bah, quand on connaît quelqu'un, on fait beaucoup plus confiance. Donc, n'hésitez pas, à, tout mettre en place pour que vos clients deviennent des clients fidèles. Donc pour ça, vous pouvez utiliser plusieurs biais. Ça peut être, de penser à communiquer régulièrement avec lui, donc via une newsletter, via les réseaux sociaux et cetera. Donc de souvent communiquer. Ensuite, de lui proposer un système de fidélisation. Donc ça peut être sur le nombre de passages ou, sur, combien il dépense et cetera. Nous, je sais que dans le logiciel, on a 2 systèmes de fidélisation vraiment qui sont intégrés, où par exemple, vous allez venir dire, bah, quand ça sera la 10e fois que le client vient, vous lui mettez 15 et en fait, ça sera automatique. Le logiciel compte le nombre de fois où le client vient et de manière automatique, il mettrait une réduction au 10e passage. Enfin, c'est très personnalisable, mais ce sont des choses, qu'on fait. Aussi de faire référence, à un précédent achat ou un précédent rendez-vous. Par exemple, quelqu'un qui va venir tous les 3 mois, je sais pas, juste avant qu'il arrive dans le salon, vous regardez sa fiche client, et puis, vous voyez que la dernière fois, il a acheté, je sais pas, une crème de nuit, et vous allez lui dire: «Ah, au fait, la crème de nuit, elle vous a plu, ça vous a plu la texture?» et cetera. En fait, le client, bien sûr, il est pas bête, hein, il sait que vous avez l'info, dans votre logiciel, dans votre ordinateur, mais ça fait toujours plaisir qu'on pose une petite question, qu'on ait une petite attention. Ça peut être, la même chose, si elle a pris un chèque cadeau, pour l'offrir à quelqu'un, de dire: «Alors ça a plu, à la personne à qui vous l'avez offert?» et cetera. Donc n'hésitez pas et ensuite il y a quelque chose qui fonctionne très bien aussi ces derniers temps, pour la fidélisation, c'est les systèmes de tout ce qui est carte, privilège, carte VIP. Donc pour que vous puissiez visualiser ce que c'est vraiment, les systèmes où la personne va payer par exemple 10 € par mois pour avoir le droit à une carte et cette carte va lui donner, 30 sur toutes les épilations par exemple. Là, vous savez que si quelqu'un, prend une carte, mensuelle, bah, déjà ça vous fait un revenu récurrent, c'est une très bonne chose, en termes de chiffre d'affaires, mais en plus de ça, bah, vous savez que la personne, elle viendra toujours, se faire épiler chez vous et ça fonctionne pour plein de choses.
Donc voilà, l'expérience client. Donc comme on le voit, ça va vraiment de A à Z, donc de la prise de rendez-vous à la fin, à la fidélisation, comment, vous allez gérer vos clients. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie, expérience client? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions et du coup, on va passer à la dernière partie et pas des moindres, sur la gestion, du salon. Donc là, on va rentrer dans des choses un peu plus concrètes, hein, comme la première partie. Donc les bonnes habitudes en gestion, elles se prennent de suite. C'est beaucoup plus simple de bien, gérer un salon dès le départ, plutôt que de rattraper un retard une fois qu'on est lancé. C'est vraiment pas, évident à rattraper quand on a pris des mauvaises habitudes en gestion. On le voit, tous les jours. Nous, on accompagne certains clients, dans la mise en place de leur logiciel où vraiment, ils se rendent compte que ça fait des années, qu'ils auraient pu, faire évoluer quelque chose, qui aurait pu leur faire gagner de l'argent, du temps et cetera et ils en sont parfois bien embêtés. Donc du coup, le mieux, c'est quand même de bien démarrer dès le départ. Donc au niveau de la gestion de votre salon, il y a des choses qui sont importantes à suivre et notamment, votre chiffre d'affaires journalier, hebdomadaire et mensuel. Donc là, c'est un indicateur qui est super important, hein, qui est même, l'indicateur number one, de la santé financière de votre salon. Parce que ce qui va vous permettre de suivre l'évolution, de vos ventes, du nombre de prestations que vous allez faire, de pouvoir comparer vos performances, d'identifier là où vous avez besoin de faire des améliorations. Mais surtout, c'est tout simplement, hein, le chiffre d'affaires. Qui dit pas de chiffre d'affaires, dit pas de charges payées, dit pas de salaire et cetera. Donc c'est vraiment quelque chose que vous deviez suivre. Si on repart, au niveau, de ce dont on a discuté juste avant, on a justement discuté au tout début, du webinaire du calcul, de ses charges, de son coût horaire et cetera. En fait, c'est simple, si vous savez, combien vous coûte votre salaire, combien vous coûte votre loyer, combien vous coûtent vos charges et cetera, vous allez pouvoir déterminer ce dont vous avez besoin au minimum pour être à l'équilibre. Vraiment, vous allez vous dire: «Bah, moi, j'ai besoin, que mon chiffre d'affaires, il soit minimum de 8 000 €. C'est ce qui me permettra de payer mes charges et cetera». Et bien, alors, vous savez qu'à 8 000 €, vous êtes à l'équilibre et donc vous allez pouvoir vous dire: «OK, donc moi, j'ai besoin de 8 000 € par mois. Je suis ouvert 5 jours par semaine, tout le mois». Donc du coup, vous allez diviser ces 8 000 € par mois par le nombre de jours d'ouverture et vous allez tout simplement savoir quel chiffre d'affaires vous devez faire par jour. Donc du coup, une fois que vous avez ça en tête, quand vous allez suivre votre chiffre d'affaires à la fin de la journée, vous allez pouvoir vous dire: «Bon, OK, là, je suis un peu en dessous, mais je sais qu'hier, j'étais un peu au-dessus. OK, ça va. Là, je suis très au-dessus. Bon, bah, c'est cool, j'ai un petit peu de marge. Là, je suis vraiment, à la moitié de ce que je dois faire. Il va falloir que je bosse 2-3 choses». Donc c'est vraiment important de suivre votre chiffre d'affaires et vraiment, enfin, jour par jour. Alors bien sûr, il ne faut pas passer votre soirée dans un tableau Excel, hein, mais l'idée, c'est vraiment, que ce soit, fait de manière, simple et efficace. Je sais que nous, dans notre logiciel, vous pouvez, indiquer hop, j'accepte juste la personne qui vient d'arriver. Vous pouvez indiquer, une adresse mail, par exemple, et recevoir chaque fin de journée, le ticket récap de la journée, même si c'est pas vous qui travaillez ce jour-là, par exemple. Hop, c'est tout bon. Donc du coup, faites bien attention à ça, à votre besoin de chiffre d'affaires. Vous allez pouvoir donc vérifier, bah, où vous en êtes au fil de la journée. Vous allez pouvoir aussi vous fixer des objectifs, parce que c'est vraiment, ce que vous allez vous dire: «Bah, peut-être que moi j'ai envie d'augmenter mon chiffre d'affaires de 10 et cetera». Bonjour du coup, Ale, je sais pas si c'est ça ton prénom. Je ne t'entends pas, ton micro est fermé. Je t'invite juste à couper ta caméra si tu veux bien, puisque du coup, comme je le disais, j'enregistre le webinaire pour pouvoir l'envoyer aux personnes qui n'auraient pas pu se présenter. Et comme ça, comme en plus on a démarré avant que tu sois connecté, au moins tu pourras voir le début du webinaire.
Donc du coup, comme je le disais, oui, il est important donc de suivre votre chiffre d'affaires au niveau notamment de vos objectifs. Si vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires de 10%, etc., il faut que vous ayez conscience de ce que représente 10% de votre chiffre d'affaires. Vous allez pouvoir aussi identifier les tendances. Donc ça, vous allez pouvoir voir en suivant votre chiffre d'affaires, par exemple, par prestation. Vous allez pouvoir vous dire, telle prestation, ça fait qu'augmenter mon chiffre d'affaires, il augmente, mon chiffre d'affaires, il augmente. Donc ça, vous allez pouvoir vous dire, OK, ma prestation, là, mon chiffre d'affaires, il augmente. Par contre, il faut que du coup, je reste au top sur cette prestation. Il faut que ce que je propose à mes clients, ce soit nickel, puisqu'en fait, elle représente une bonne part de mon chiffre d'affaires et ça ne fait qu'augmenter. Donc, du coup, je dois rester au top sur cette prestation. À l'inverse, si vous voyez qu'une prestation diminue en termes de chiffre d'affaires et que demain, vous devez faire des choix parce qu'il n'y a plus assez de temps, vous avez trop de clients, un peu de temps et que vous devez supprimer une prestation, bah, c'est bien évidemment celle qui aura le moins de chiffre d'affaires. Et pour ça, bah, il faut suivre vos chiffres d'affaires globaux, vos chiffres d'affaires par prestation, vos chiffres d'affaires par produit, etc. Donc, comme je le disais tout à l'heure, bien sûr, vous pouvez faire des tableaux Excel pour suivre tout ça si vous adorez Excel et que vous adorez passer du temps là-dessus. Sinon, nous, on le répétera jamais assez. Prenez dès le départ un logiciel qui va vous faire la gestion, etc. Parce que là, c'est automatique. Quand vous faites un ticket de caisse, le logiciel, il va venir créer lui-même le tableau qui vous dit que tel produit, telle prestation, elle a fait tant de chiffre d'affaires dans le mois. Donc, ça vous évitera beaucoup de soirées sur Excel. Ensuite, il va falloir donc du coup vérifier que votre chiffre d'affaires donc par jour. Donc tout à l'heure, je vous parlais de votre chiffre d'affaires par jour pour vérifier où est-ce que vous en êtes au niveau du besoin en chiffre d'affaires général, hein, savoir si vous êtes bien, pas bien pour la fin du mois. Mais c'est aussi ce qui va vous aider si un jour vous devez fermer votre salon une journée. Si vous regardez votre chiffre d'affaires par jour et que vous vous rendez compte que le lundi, votre chiffre d'affaires il est toujours plus faible, bah, deux options. Soit vous ne souhaitez pas spécialement fermer votre salon un jour par semaine, donc là vous allez pouvoir essayer de mettre en place des activités le lundi, des choses pour dynamiser un peu cette journée, ou alors vous allez pouvoir venir vous dire bon bah ok, bah justement je comptais fermer mon salon un jour de plus par semaine, et bah dans ce cas vous fermerez le lundi. Donc voilà toutes les infos et tout ce que vous pouvez faire avec votre chiffre d'affaires, en plus de payer vos factures, bien sûr. Une deuxième chose qu'il est important de suivre, c'est votre caisse. Beaucoup de clients, avant de prendre un logiciel, comptent leur caisse dans une fois par semaine. Sauf que le problème de faire ça, c'est que s'il y a eu une erreur de caisse en plein milieu de la semaine et que vous la comptez le dimanche, avant de retrouver quelle était l'erreur, qui est le client qui n'a pas bien payé, à qui vous avez rendu trop d'argent, etc., ça va être très compliqué. Donc venir compter sa caisse tous les jours, ce qui est d'ailleurs une obligation. Nous, par exemple, dans notre logiciel, vous devez compter votre caisse le soir ou le matin avant de commencer votre journée. C'est ce qui va vous permettre de savoir tout de suite s'il y a un écart. S'il y a un écart de 5 €, vous allez peut-être vous dire ah mais oui, tel client, j'ai oublié de lui rendre, ou je crois que je lui ai donné 10 € à la place de 5. Enfin voilà, c'est ce qui va vous permettre d'être à jour chaque jour tout simplement, et de savoir où vous en êtes au niveau de votre caisse. Donc pour nous, c'est vraiment une grosse étape et quelque chose qui est important de faire tous les jours. Ensuite, vous avez vos collaborateurs. Donc là, les collaborateurs, c'est vraiment important. Donc déjà de 1, dans votre chiffre d'affaires, si vous travaillez avec quelqu'un ou si vous recrutez quelqu'un ou plusieurs personnes, vous allez vite vous rendre compte que les collaborateurs, c'est une grosse part de votre besoin en chiffre d'affaires. Donc il est important en fait de bien choisir bien sûr ses collaborateurs, mais surtout de bien les impliquer et de pouvoir suivre un peu ce qu'ils font dans le salon quand vous n'êtes pas là, ou que vous-même vous êtes en prestation. Parce que quand ça représente 50% de nos charges, bien sûr, il faut qu'il y ait un suivi derrière.
Donc, tout simplement parce que si vos collaborateurs, typiquement ne performent pas, peut-être que, il va falloir, voir avec eux ce qui pourrait être amélioré et cetera, ou se dire: «Bon, non, ce collaborateur, ça marche pas chez nous», et mettre fin à son contrat ou des choses comme ça. Ça va être, aussi l'occasion de leur donner des objectifs clairs. Donc, il y a rien de pire que d'aller au travail tous les jours et de ne pas savoir ce qu'on va faire. Alors bien sûr, un objectif, c'est quelque chose qui doit être réalisable, hein. Rien ne sert de donner à vos collaborateurs un objectif super haut, à part déprimer vos collaborateurs, vous n'irez pas loin. Par contre, quelque chose qui est atteignable, avec un petit peu d'énergie et cetera, et que vous donnez une prime à la fin, du mois à votre collaborateur en disant: «Bon, top, tu as atteint tes objectifs, je suis super content», c'est vraiment top et ça permet de faire un point régulier avec eux sur leurs résultats, de les garder motivés et cetera. Suivre ses collaborateurs, c'est aussi ce qui va vous permettre d'identifier des besoins de formation. Si un salarié qui se plaît bien dans votre salon, ça se passe bien avec vous et cetera, vous avez en fait tout intérêt à le garder chez vous et à le faire monter en compétences. Donc en s'appuyant sur ses résultats, en voyant que voilà, pour telle prestation, il fait beaucoup de chiffre d'affaires et cetera, vous allez pouvoir échanger avec lui, sur ses besoins en formation, par exemple à ce niveau-là, sur cette prestation. Vous allez aussi pouvoir les motiver. Donc, comme je le disais juste avant, généralement, quelque chose qui fonctionne assez bien, c'est d'avoir une prime, à la fin du mois quand on a, atteint ses objectifs. Donc je sais que nous, dans notre logiciel, vous pouvez vraiment venir, mettre, pour chaque collaborateur, un objectif de chiffre d'affaires ou de chiffre, par exemple, on peut dire, je veux qu'il fasse, 500 € de prestations ou alors je veux qu'il fasse 10 prestations. Vous allez pouvoir, venir vérifier ça et puis à la fin du mois, en fait, ça va automatiquement s'ajouter dans le logiciel. Dès qu'il va enregistrer, une prestation, ça va venir s'ajouter à son quota et ce qui vous permettra, soit à la fin du mois de lui donner une prime ou de faire un petit rendez-vous avec lui et de venir, voir comment s'est passé son mois. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est important de suivre dès le départ aussi. Et le dernier point qu'on va voir, c'est le suivi de vos prestations et de vos services. Donc, comme je le disais au tout début, vous avez choisi vos prestations et vos services et parfois, il y a des choses que vous avez très envie de faire parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, parce que c'est quelque chose que vous aimez bien et cetera. Mais dans les faits, vous allez peut-être voir que, c'est pas quelque chose qui fonctionne bien dans votre salon. Donc après, à vous d'en tirer les conséquences. Soit vous allez vous dire: «Bon, j'arrête cette, prestation» ou alors «Je vais faire plus de pub sur cette prestation». C'est vraiment à voir, mais pour savoir, quoi faire, il faut savoir où vous en êtes et donc bien suivre vos prestations et vos services, notamment en termes de chiffre d'affaires. Donc voir quelle prestation fonctionne le mieux, en tout cas celle qui rapporte le plus d'argent. Parce qu'en discutant avec des clients, on a remarqué souvent que, les prestations que vous aimiez faire, vous aviez l'impression que c'était ça qui fonctionnait le mieux dans le salon et en fait, quand on regardait les chiffres, en réalité, c'était pas forcément la prestation la plus réalisée, mais c'était celle que la personne appréciait le plus. Donc dans les faits, quelle est la prestation la plus réalisée? Quelle est la prestation qui ramène le plus d'argent en termes de chiffre d'affaires? Et donc du coup, adapter votre stratégie. Donc, soit faire plus de pub, par exemple, sur la prestation qui fonctionne le mieux ou alors se dire: «Bon, non, en fait, cette prestation, elle fonctionne déjà bien, je vais plutôt faire de la pub sur une autre prestation qui est un peu plus, difficile». Vous allez pouvoir, voir qu'est-ce qui vous permet, quelle prestation vous rapporte le plus et donc comme je le disais tout à l'heure, rester au top niveau sur cette, prestation. Toujours, rester performant, toujours avoir un bon niveau de formation pour l'offrir à vos clients et cetera, pour ne pas qu'en fait un salon concurrent, hein, dans la ville où vous vous implantez, puisse venir vous voler, ce chiffre d'affaires avec une prestation qui fonctionnait déjà bien. C'est là, sur cette prestation-là qu'il ne faudra pas hésiter à faire des investissements. Et pour finir, comme je le disais tout à l'heure, si, vous devez supprimer un jour une prestation, vous allez pouvoir très facilement voir quelles prestations sont supprimables sans trop de dégâts sur le chiffre d'affaires ou au contraire, là où ça va poser problème. Donc voilà, les 4 gros points qu'il faut suivre, dans la gestion de votre salon. Et du coup, est-ce que vous avez des questions sur cette partie purement, gestion?
quotidienne de votre salon. Là, pour le coup, vous ne pouviez pas mieux tomber que dans un webinaire avec un logiciel de gestion. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Donc, nous, on a terminé pour aujourd'hui au niveau de ce webinaire. Donc, pour rappel, c'était un webinaire qui était en collaboration entre Isibel, le logiciel tout en un pour lequel je travaille, et l'UNEB. Je serais heureuse de vous retrouver pour une présentation de notre logiciel si vous souhaitez qu'il vous accompagne plus tard dans la gestion de vos salons quand ils seront ouverts. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, que ce soit sur le webinaire, sur le logiciel, sur ce qu'on peut proposer à nos clients. Nous, dans notre cas, donc on propose tout ce qui est gestion quotidienne du salon, donc le suivi du chiffre d'affaires, par prestation, par produit, etc. Un site de réservation et une boutique en ligne, la gestion des cartes cadeaux, enfin plein de choses comme ça, la gestion du stock. Ah oui, quel est le prix du logiciel? Alors, il y a plusieurs options au niveau du tarif de notre logiciel, mais ça commence à 25 € par mois et la plus chère est à 54 € par mois. En fait, tout simplement, ça vous rajoute ou non des options. Par exemple, le site de réservation en ligne est disponible à partir de 45 € par mois. Et notre plus grande option, donc avec le site de réservation et la boutique en ligne qui vous permet en fait soit de vendre des produits, des cartes cadeaux, ou alors de demander des acomptes, c'est-à-dire quand les gens réservent, ils vont payer une partie de leur prestation directement en ligne, c'est 54 € par mois. Donc voilà pour la question du tarif. Donc n'hésitez pas. Si vous aviez aussi, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait un calculateur au niveau des charges pour apprendre à bien calculer ses charges, etc. C'est tout simplement un fichier Excel. Hein, donc si vous souhaitez que je vous l'envoie, n'hésitez pas donc soit à me laisser votre adresse mail ici, soit à le dire à Justine qui fait partie de l'UNEB et qui pourra du coup nous transmettre votre adresse mail. Donc voilà, n'hésitez pas, je suis encore là. Donc si vous avez d'autres questions, sinon je vous souhaite une très belle journée, un bon appétit pour ceux qui n'auraient pas encore mangé, qui n'ont peut-être pas profité de la formation pour manger. Merci beaucoup pour la présentation, Charlotte. Mais de rien. Aline, du coup, est-ce que vous pourrez me laisser votre adresse mail pour que je puisse l'envoyer ou passer par Justine? Je pense qu'elle vient de l'ajouter dans le chat. Parfait. Je vais la récupérer. Hop, parfait. Mais de rien, j'espère que j'aurai répondu à vos questions et que du coup tout est clair pour vous avant l'ouverture de vos salons, notamment Aline où c'était un peu plus établi puisque vous m'aviez dit que vous ouvriez en décembre. Donc j'espère que vous de votre côté tout est clair et puis Nathalie aussi. Bon, et ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une très belle après-midi et au plaisir d'échanger aussi avec vous. Nathalie, parfait, j'ai récupéré votre adresse mail. Eh ben écoutez, bonne fin de journée et bel après-midi. Merci à vous aussi, au revoir. Merci Aline.